Bienvenue sur le plateau de Congo Kiosque. Vous êtes bien sur Matongé TV. Cette émission vous est proposée en collaboration avec Radium Beauté, la voix de la diaspora africaine. C'est donc depuis Bruxelles que nous vous accueillons ici grâce à M. Ramsès Ramazani, directeur général de Matongé Multimédia. Aujourd'hui, nous allons analyser, comme nous le faisons habituellement, l'actualité congolaise de ces derniers jours, très riche, et nous allons le faire avec nos invités. Nous avons comme invité aujourd'hui, nous sommes heureux de l'accueillir, M. Ange Pabolangui, qui est le représentant adjoint de l'UDPS Belgique, et Jean-Pierre Samba, président du mouvement pour la révolution des mentalités. Merci Ramsès infiniment d'avoir accepté de nous accueillir ici une fois de plus. Je crois que nous avons pas mal d'informations à partager. Oui, aujourd'hui, il y a pas mal d'informations. Merci à vous, Henri. Nous commençons par le 30 juin. Dans un discours prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président Joseph Kabila a fermé la porte à toute possibilité de médiation internationale pour modérer le dialogue politique entre toutes les forces politiques du pays, tel que le réclamait le premier parti d'opposition du pays, l'UDPS, c'est-à-dire. Le chef d'État a expliqué que les consultations avec les forces vives de la nation se poursuivaient et a une nouvelle fois appelé l'opposition à y participer, Henri. Alors, Ange Pabolangui, l'UDPS est le premier parti concerné par cette sortie du chef de l'État. Vous avez plaidé, et vous continuez à plaider d'ailleurs, pour une médiation internationale. Le discours de Joseph Kabila, est-ce que ça met un terme à votre souhait, ou est-ce qu'au contraire, vous poursuivez le combat? Non, moi je vous dirais, monsieur Nzouzi, tout en saluant d'abord tous nos téléspectateurs, je vous dirais que la position que nous avons prise, elle est mûrement réfléchie. Donc l'UDPS, à notre niveau, nous prenons une médiation internationale. Pourquoi? Rappelez-vous que M. Joseph Kabila avait organisé les consultations nationales. À la fin de ces consultations, je vous donne un exemple, il y avait des recommandations qui devraient être mises en exécution. Elles ne l'ont pas été. Cela veut dire, pour être franc, il n'est pas un interlocuteur crédible pour que la situation que connaît le Congo ne puisse être réglé que par les acteurs nationaux. Monsieur Pabolangui, ça je voudrais tout de suite. Vous venez de dire que M. Kabila n'est pas un interlocuteur crédible. Pourtant, vous a prouvé peut-être et certainement plusieurs fois, mais vous y allez quand même. C'est pas assez contradictoire. En fait, il faudrait que le peuple congolais comprenne la gravité de la situation, M. Ramazani. La politique n'est pas un jeu de dupes ou un jeu entre deux camps opposés. Là, nous avons une situation très grave, des millions de morts. Et cette fois-ci, vous ne serez pas dupé? Pas nous, je parle du peuple en général. Non, je parle du dialogue que vous réclamez. Mais justement, lorsque vous posez la question, moi j'aimerais entrer plus en détail pour vous expliquer pourquoi ce dialogue. En fait, en résumé, depuis que le maréchal Mobutu a quitté le pouvoir en 1997, le Congo va mal. Avant, ça allait bien. Un processus de démocratisation avait été enclenché, je dirais. Mais l'arrivée des troupes étrangères, parce qu'il faudrait le rappeler, M. Joseph Kabila est arrivé avec les troupes étrangères qui ont agressé le Congo. Le Rwanda, l'Ouganda, il y a eu des millions de morts. Donc le Congo, c'est la capitale mondiale du viol. Et en 2001, à la mort de Mouzé Kabila, les violences n'ont fait que continuer. En 2002, nous nous sommes retrouvés à Sum City, où puisqu'il y a eu d'abord l'accord d'Addis Abeba, comment je disais, il y a eu l'accord de Pretoria. L'accord cadre, enfin accord global et inclusif. Oui, on a eu tellement de dialogues. Oui, nous nous sommes retrouvés là, et après quelques temps, il y a eu le gouvernement M+4 qui devait organiser des élections en 2006. Les élections de 2006 se sont mal passées. Vous les avez boycottés, il faut préciser que... Oui, parce qu'il y avait beaucoup de raisons. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba est en prison, l'un des candidats de ces élections. En 2011, notre président, M. Etienne Tshisekedi, a été largement et brillamment élu. Mais il a été empêché de gouverner. Donc la crise est là. La crise est là. Donc M. Joseph Kabila, pour résumer maintenant M. Ramazani, il est à la fois... Donc c'est lui, je dirais, le problème. Il veut apparaître aux yeux de l'opinion comme si c'était la solution. Non. Mais là, nous sommes au niveau du constat, nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Ouais. Mais très concrètement, aujourd'hui, que comptez-vous faire à la lumière de ce qui vient d'être dit par Joseph Kabila, à savoir
pas de médiation internationale. Et il semblerait que même l'Église soit de cet avis. Oui, il faudrait rendre hommage à ce que l'Église catholique a fait. Vous savez, au lendemain des élections contestées de 2011, M. Ndouzi et M. Ramazani, la communauté internationale, à travers ses représentants, ses ambassadeurs au Congo, le numéro 1, le représentant au Congo, c'est M. Martin Kobler, ils ont entrepris une série de démarches auprès de notre président, auprès de notre parti, pour nous amener autour d'une table. Le dialogue que nous prenons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le demandons, c'est l'insistance de la communauté internationale. Mais en même temps, vous vous accrochez à l'accord cadre d'Addis Abeba pour justifier la tenue de ce dialogue-là. C'est pour ça que je dis que nous estimons, écoutez, soyons réalistes, le Congo aujourd'hui est sous tutelle. Donc nous sommes dans la situation que l'Afghanistan, le Kosovo avait connu ici avec M. Kouchner. Donc aujourd'hui, c'est la MONUSCO qui est en train de contrôler nos frontières. Donc la communauté internationale est partie prenante du processus au Congo. Et vous voulez accentuer cette tutelle en demandant une non, pas du tout. Pas du tout l'accentuer. Pas du tout l'accentuer. Nous voulons sortir de la crise en ayant un large consensus. D'abord de la classe politique congolaise et de la communauté internationale. C'est sûr, mais ce qui est frappant pour certains experts et certains observateurs, même les moins pointus, le mandat de M. Kabila expire peu de temps, mais vous y réclamez un dialogue. Pourquoi ne pas attendre tout simplement les délais constitutionnels? Vous avez au fait, je crois que vous avez posé une très bonne question. J'ai entendu hier, et cela m'a fait mal, de la part des responsables d'un parti politique, d'un grand parti politique d'opposition que je ne citerai pas, dire que voilà, nous refusons le dialogue. Donc ils parlent, quoi. Cette personne parle en disant que voilà, nous refusons le dialogue, mais nous allons seulement nous référer à la CENI. Mais M. Ramazani, M. Ndouzi, la CENI n'est que... la Constitution. La CENI. Alors, je veux dire, c'est là. Donc, le Congo a une classe politique. Il appartient à cette classe politique de se mettre d'accord sur le calendrier électoral, sur le processus et de donner des injonctions à la CENI. Alors on va y revenir si vous le permettez, on va permettre à Jean-Pierre Samba de répondre à la même question. Votre lecture de ce discours de Joseph Kabila, Jean-Pierre Samba, je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour la révolution des mentalités, parti congolais. Oui, de prime abord, je tiens à remercier votre radio, votre chaîne de télévision pour l'occasion qu'elle vient, n'est-ce pas, de nous offrir, de nous exprimer sur cette question, n'est-ce pas, qui fait la une dans l'espace politique de notre pays. Et vous vous souviendrez que dans notre pays, le plus souvent, lorsque les enjeux, n'est-ce pas, se dessinent, c'est là que nous arrivons le plus souvent aussi à constater les contradictions, d'une part, des attitudes parfois qui ne donnent pas l'image d'un pays qui a besoin de se retrouver. Et c'est ça le grand drame. Les discours du chef de l'État que nous avons tous suivis, c'est un discours qui démontre la suffisance que nous vivons, nous connaissons un amateurisme, n'est-ce pas, suicidaire à la tête de l'État, avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, comme dégâts, comme aléas sur le plan politique, social et que sais-je encore. De prime abord, je constate qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de rétropédalage. Dans le chef du président, dans le chef, n'est-ce pas, du président de la République. D'accord. Le rétropédalage, pourquoi? Parce que ce qui était affirmé hier par le chef de l'État, au travers, n'est-ce pas, de ces services spécialisés. Je prends ici la CENI, qui est, n'est-ce pas, une sorte de caisse de résonance, des activités concoctées par la majorité présidentielle, et lorsqu'il constate que non, ce schéma-là est en train, n'est-ce pas, de se buter contre un mur, eh bien, la stratégie, c'est de démontrer, comme un bon pyromane qui veut, n'est-ce pas, s'évertuer en sapeur-pompier, que non, moi je suis au-dessus, n'est-ce pas, de la mêlée, je viens remettre un peu de l'équilibre en ce que les jeunes, entre autres, qui étaient mineurs lors des élections de 2011, doivent normalement être électeurs lors des élections de 2015. On ne peut pas leur priver, n'est-ce pas, de ces droits-là fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on vient encore une fois de plus, n'est-ce pas, de constater. C'est une manœuvre pour... C'est une manœuvre dilatoire pour montrer, n'est-ce pas, que non, venez, moi je suis l'homme qui suis au centre, n'est-ce pas, de tous les enjeux. Avec moi, tout le monde, n'est-ce pas, va se retrouver, même si
au travers aussi de ces discours, nous constatons une exclusion tacite de l'UDPS. Parce que lorsqu'on dit que nous ne pouvons pas accepter l'injonction extérieure dans les affaires nationales, cela veut dire quoi? Mais vous êtes d'accord ou pas, vous? Mais, écoutez, votre parti? Mais vous êtes pour la médiation? Les mouvements pour la révolution des mentalités, c'est un parti, n'est-ce pas, qui essaie de faire l'analyse objective, n'est-ce pas, de la situation dans notre pays. Nous avons constaté d'une part que les acteurs politiques de notre pays n'ont pas cette culture de respecter la parole donnée. Ça, c'est d'abord un élément fondamental qu'il ne faut pas occulter. Si la médiation internationale est souhaitée, ce n'est pas la première fois. À tout moment que le Congo a négocié, il y a toujours, n'est-ce pas, une présence internationale là-dessus. C'est ça le grand problème. Pourquoi cette fois-ci? Pourquoi au moment où le pays est en train, n'est-ce pas, de glisser petit à petit vers des enjeux qui risquent de sceller son sort? Soit c'est un sort positif, soit c'est un sort négatif. On sait que la population peut se dire, moi je suis le plus grand oublié, eh bien, les politiques vont décider sans pour autant, n'est-ce pas, nous consulter. Je ferai peut-être allusion à d'autres présidents de ce monde, ou bien d'autres chefs de gouvernement qui disent, écoutez, après avoir négocié, je constate que la situation ne va pas dans le sens souhaité, eh bien, je déclenche, n'est-ce pas, un référendum pour que la population arrive aussi, n'est-ce pas, à se prononcer. C'est ce qui fait défaut, et c'est là que j'ai dit que la population, qui est, je dirais, le quatrième paramètre, n'est-ce pas, dans le cycle, n'est-ce pas, de ce qui se passe au pays, risque de prendre, n'est-ce pas, ces dispositions à elle, et qui risque, n'est-ce pas, de court-circuiter tout le monde. Mais en même temps, ce discours, on l'entend depuis 5 ans, mais il ne se passe rien. Je le dis parce que, bon, c'est vrai, vous parlez de la CENI, il faut quand même rappeler que l'opposition y est représentée. Donc l'opposition ne peut pas non plus faire comme si elle découvrait un calendrier qui ne l'arrangeait pas. Pas toute l'opposition, mais elle y est quand même. Donc je me demande aussi, on peut se poser la question. Pourquoi ne pas se retirer cette opposition? Voilà, ils sont toujours. Entre autres choses. Le drame que nous avons dans notre pays, c'est de vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'une opposition qui est représentée et pas toute l'opposition, cela veut dire quoi? La notion de la représentativité, c'est une notion qui est connue, n'est-ce pas, par les états-majors politiques dans ce pays. Mais il s'est fait que lorsque les délégués qui sont mandatés dans ces structures-là ne répondent plus aux consignes, n'est-ce pas, que leur état-major ou bien leur parti politique leur donne, ils ont changé de veste. Eh bien, ils changent de veste et tout de suite là. On a les cas, n'est-ce pas, du professeur Joly qui s'est retrouvé à la CENI avec M. Mulunda, et qui a fait ce qu'il a fait. Tout le monde connaît. Aujourd'hui, nous pouvons encore parler, n'est-ce pas, de l'UDPS avec M. Jean-Pierre Kalamba, qui est le rapporteur, n'est-ce pas, de la CENI. Il a été désigné par cette parti. Il est parti à son initiative. Mais M. Kalamba ne peut pas de lui-même prendre, n'est-ce pas, l'étiquette ou bien les couleurs, n'est-ce pas, de l'UDPS, les couleurs jalouses, n'est-ce pas, à ses partis, à son leader, M. Tshisekedi, et aller, n'est-ce pas, les brandir, dire que non, moi, Kalamba, j'ai orchestré un coup d'État au sein de mon parti, je viens de mon chef pour représenter, n'est-ce pas, ces partis-là. Eh bien, nous ne sommes pas en train de rêver quand même. Pabolangui, vous êtes en train de nous dire que le représentant présumé de l'UDPS dans la CENI n'a pas été désigné par vous. Vous nous confirmez par ailleurs que les 33 députés qui siègent au nom de votre parti, vous ne les reconnaissez pas? Est-ce que vous confirmez ça aussi? J'aimerais bien quand même intervenir à ce sujet, M. Nzouzi, pour faire un petit récapitulatif historique. Au lendemain des élections contestées de 2011, puisque nous avons voté le 28 novembre, le soir même du 28 novembre, je vous dirais que la majorité des leaders politiques dites de l'opposition de l'époque, UNC, consorts, même à travers leur président, sont venus trouver M. Tshisekedi pour dire que voilà les constats amers des tricheries de ces élections rendaient ces élections, disons, non crédibles. Ce qui ne les a pas empêchés d'aller siéger au Parlement. Voilà. Alors, lorsque cette réunion s'est tenue, en présence de M. Tshisekedi et de tous ces leaders de l'opposition, une proposition, nous nous sommes dit, voilà, puisque nous avons tous constaté qu'il y a eu une fraude massive, nous n'allons pas siéger dans ces institutions. C'était ça notre leitmotiv. Nous nous sommes dit, voilà,
puisque M. Joseph Kabila ne veut pas reconnaître sa défaite, nous allons le laisser avec son Parlement et on verra. Mais malheureusement, y compris dans nos rangs, certains, par rapport du gain, pas par idéalisme. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont fait campagne, qui ont mis des moyens, qui se sont fait élire. Est-ce que c'était judicieux de les priver de ce mandat? Ah, mais il faut savoir ce qu'on veut, monsieur Nzouzi. Vous allez à la CENI, vous êtes minoritaire. Et vous espérez que cette CENI prenne des décisions à votre faveur. Mais en même temps, vous allez au Parlement, vous êtes minoritaire. Oui, mais en même temps, vous ne reconnaissez pas ce Parlement, vous ne reconnaissez pas ce gouvernement, vous ne reconnaissez pas ce président, et vous êtes prêt à dialoguer avec lui. Justement, à dialoguer pour son départ. Pour son départ. À dialoguer pour son départ. Pourquoi ne pas attendre les délais constitutionnels? Justement, pourquoi? Ça c'est une question qui revient. Et c'est une bonne question. Nous sommes, monsieur Ramazani, en fait, la Constitution congolaise, dans son article 73, dit exactement ceci. Les élections doivent être organisées 3 mois avant la fin du mandat constitutionnel. Septembre 2016. C'est-à-dire septembre 2016. Au plus tard. Nous sommes au mois de juillet. On a déjà glissé de toute façon. Oui. Nous sommes au mois de juillet. Oui. 2015. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu que le bulletin de vote était commandé. Notre parti, à travers nos présidents, nous avons sorti ce qu'on appelait la feuille de route. Cette feuille de route constate que le Congo est incapable d'organiser 7 scrutins en 12-13 mois. C'est pour cela que nous privilégions l'organisation de l'élection présidentielle et des élections législatives. Est-ce qu'on a besoin d'une médiation internationale pour arriver à ce consensus-là? Oui, M. Nzouzi. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai été témoin oculaire des élections en 2011. Le Congo n'a pas assez d'avions, n'a pas assez de matériel pour acheminer, ne fût-ce que le matériel électoral, à l'arrière-pays. Nous avons besoin de cette assistance étrangère. Mais la MONUSCO l'a fait. Mais justement, la MONUSCO représente la communauté internationale au Congo. Donc cette MONUSCO, ses partenaires internationaux font partie de ce processus électoral. Alors, vous ne pouvez pas une fois à la fois ne pas pouvoir tenir le délai constitutionnel, ne pas pouvoir garantir le processus électoral par une sécurité. Vous avez vu les violences qu'il y avait dans ces élections. Tout à fait. Et dire que voilà, nous ne voulons pas de médiation. Alors, et moi, pour terminer, c'est ce qui est important. En fait, quand il ne veut pas de la médiation internationale, parce qu'il connaît la classe politique congolaise, il veut mettre les gens autour d'une table. Et donc, en fait, son idée, c'était essayer d'avoir notre leader, M. Tshisekedi, comme il a fait avec... En même temps, je vais vous laisser réagir, Jean-Pierre Samba, mais très rapidement, vous n'avez pas été déstabilisé quand Joseph Kabila a annoncé ses consultations. Parce que dans votre entendement, le dialogue, c'était, disons les choses très simplement, c'était un face-à-face entre l'UDPS et ses alliés, et le pouvoir et ses alliés. Et le fait que Joseph Kabila ait décidé d'aller vers d'autres forces, la société civile, d'autres partis politiques, est-ce que ça ne nous a pas déstabilisé, et j'irai même plus loin, est-ce que ça ne nous a pas isolés finalement? Non, je vous répondrai que, puisque nous avons contesté les résultats de 2011, nous nous basons de ces résultats-là. Bon, s'il fait ces consultations, il exclut l'UDPS. Il n'a pas exclu l'UDPS. Non, je dis que vous avez été consulté. Bon, nous ne partons pas. Moi, je sais que nous représentons au moins 50-51% de la majorité du peuple. Il n'y a pas seulement l'UDPS qui n'a pas pris part à ces consultations, souvenez-vous. Essayez d'additionner les voix des absents. Vous verrez qu'ils étaient majoritaires. Jean-Pierre Samba. Oui, je pense qu'il y a moyen, n'est-ce pas, de recadrer bien les choses pour que nous nous comprenions mieux, parce que les auditeurs qui vont suivre ont besoin quand même de tirer une leçon de tout ce qui s'est dit. J'entends M. Paul-Bolangui dire que la personne qui est à la CENI, c'est une personne qui n'a pas été mandatée par l'UDPS. Et pourtant, dans les quotas opposition, et cette opposition-là, reconnue comme étant l'UDPS, eh bien, M. Jean-Pierre Kalamba en sort. Mais dès lors que l'on estime qu'il y a un intrus qui serait, n'est-ce pas, en train de brader les noms d'un parti aussi cher que l'UDPS, la moindre des choses, c'est de faire tourner la machine administrative. Écrire à toutes les instances qui s'occupent, n'est-ce pas, de cette problématique et dire, carrément, nous ne reconnaissons pas la personne qui prétend représenter, n'est-ce pas, l'UDPS au sein de cette institution. Ça, c'est la première démarche. Mais si la personne continue d'usurper, n'est-ce pas, cette qualité, la moindre des choses, l'UDPS, n'est-ce pas, a ce pouvoir, n'est-ce pas, d'ester en justice. Parce que c'est une certaine atteinte
à l'intégrité, à l'honorabilité, n'est-ce pas, de ces partis, qui est quelqu'un qui essaie, n'est-ce pas, de s'accaparer d'une identité qu'il n'a pas obtenue légalement. Je vais terminer. Oui. Ça, c'est le premier aspect des choses. Parlant, n'est-ce pas, des négociations, comme j'entends encore ici, il est vrai qu'on ne peut pas craindre, n'est-ce pas, de négocier, de même qu'il ne faut pas négocier par crainte. Ça, c'est bien connu. Mais ne faisons pas de la politique, comme disait un certain Ambroise Biercé, comme quoi la politique, c'est la lutte d'intérêts déguisée en débat des grands principes, ou bien l'occupation, n'est-ce pas, de fonctions pour des avantages privés. L'UDPS a été consulté. Si M. Kalev a fait, n'est-ce pas, le tour des états-majors. Il faut rappeler, hein, Kalev, oui, Kalev qui est l'administrateur général de l'ANER, oui. Agence nationale des renseignements, a fait le tour, n'est-ce pas, des états-majors. Et ces états-majors ont été ciblés. Ce n'étaient pas tous les états-majors politiques. Il a choisi ceux qui pouvaient, n'est-ce pas, donner crédit à ces dialogues, entre autres. Et ils sont allés où? Il est allé où, je voulais dire, il est allé auprès, n'est-ce pas, de l'UDPS. Et c'est ainsi que nous avons entendu, du MLC et de l'UNC. de l'UNC aussi et de MLC, de tous ces partis qui étaient consultés à cette époque-là, eh bien, deux ont désisté. On dit niet aux négociations, au dialogue. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille d'un processus démocratique qui est, n'est-ce pas, les élections qui doivent, n'est-ce pas, se dérouler dans ce pays. Si nous déclenchons le mécanisme, n'est-ce pas, du dialogue, c'est comme si nous aimerions court-circuiter les élections à venir. Donc, une façon, n'est-ce pas, de donner patte blanche dans votre parti au pouvoir contre ce dialogue. Mais non, mais que les écoutez, choses soient nous claires. ne pensons pas que le Ça dialogue soit opportun en ce Ça, moment. c'est la position. Ça, du c'est la mouvement. partie du mouvement pour la révolution des mentalités. Et nous mettons quiconque au défi, n'est-ce pas, de nous démontrer l'opportunité, n'est-ce pas, de ces dialogues. Parce qu'à son temps, avant les concertations, la classe politique dans sa généralité a demandé qu'il y ait, n'est-ce pas, dialogue. On a essayé, n'est-ce pas, de jouer avec les mots, une certaine guerre de sémantique sur ceux qui prenaient, n'est-ce pas, les dialogues et ceux qui prenaient, n'est-ce pas, les concertations. Et en fin de compte, on a réalisé que... Nous avons de nombreux points. Mais c'est très important. On peut le temps de manière concise. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait confusion auprès de nos téléspectateurs. Vous m'avez interpellé, vous avez interpellé mon parti directement. Vous avez suivi cette campagne. Ceux qui ont été élus députés, disons, ceux qui ont été choisis candidats députés, il y avait un mot d'ordre du parti. Au niveau de l'UDPS. On a volé la victoire de notre président. Ce problème a été tranché. Moi, je vous répondrai. Si eux, ils se réclament de l'UDPS, les députés qui sont élus au nom du parti doivent donner une certaine rétribution au parti. Demandez, je vous mets au défi de me citer un député qui est au Parlement et qui reverse sa contribution à l'UDPS. S'il vous plaît. Non, je ne suis pas membre de l'UDPS. Justement, si vous permettez, c'est à moi de le dire, puisque la politique est une chose sérieuse. Moi, j'aimerais vous dire ceci. Ces gens-là, en choisissant d'aller siéger au Parlement, se sont auto-exclus. C'est une question de principe. Est-ce que ce n'est pas facile de dire auto-exclure? Comment est-ce qu'on peut s'auto-exclure concrètement? Ah, mais monsieur Douzis, lorsque vous ne suivez pas la ligne du parti, Si on n'avait pas... Non, mais il y a la discipline du parti. S'il n'y a pas un acte administratif officiel de monsieur votre Douzis, parti, les excluants, comment peut-on... Posez-leur la question. Est-ce qu'ils rencontrent leur président, le président du parti, qu'ils sont censés représenter là-bas? Posez la question. Monsieur Baboula, est-ce que vous leur avez adressé un courrier personnellement à toutes ces personnes? Est-ce que le parti leur a adressé un courrier pour ne fût-ce que dire, voilà, nous ne sommes pas contents, vous n'avez pas suivi la ligne du parti, comme vous l'avez dit? L'honnêteté intellectuelle. Monsieur L'honnêteté intellectuelle. On le voit ici, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les lignes de votre parti, ils peuvent aller siéger individuellement. Mais là-bas, aller là-bas dire qu'ils représentent les UDPS, moi je vous le dis aujourd'hui. Je propose que nous passions très rapidement je au point vous le 3. dis, Monsieur Ramazani, juste un petit rien pour essayer un peu de nous aider. On ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce que nous reprochons toujours à notre parti aîné, l'UDPS. La fille aînée de l'opposition. La fille aînée, n'est-ce pas, de l'opposition. Bon, ce n'est pas le procès de l'UDPS. Ce n'est pas le procès de l'UDPS. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas non plus membre de l'UDPS, mais juste parce que nous avons besoin que ceux qui nous suivent aient quand même quelque chose, que nous disions ceci et cela en même temps. Pas pour exagérer. Tout simplement.
Aujourd'hui, au niveau, n'est-ce pas, du Parlement, il y a un groupe parlementaire qui se nomme Groupe parlementaire UDPS et alliés. Et ce groupe est avalisé comme tel par le Parlement au regard, n'est-ce pas, du règlement d'ordre intérieur, n'est-ce pas, de cette institution. Mais je vous dis aujourd'hui, j'aimerais quand même savoir. Ce sont des usurpateurs. J'aimerais savoir là en notre nom. Si ce sont des usurpateurs qui utilisent, n'est-ce pas, les labels UDPS au sein, n'est-ce pas, d'une institution législative. C'est bien passé en tout cas. Mais il y a le même problème. Il y a lieu. Il y a le même problème. Il y a le même problème au sein du MLC. Vous savez, c'est l'affaire. En fait, là, moi, je vous parle ici, excusez-moi, en tant qu'officiel. On a bien compris. Je vous parle en tant qu'officiel. Je vous ai dit que ces gens-là siègent en leur nom. Ils ne siègent pas en notre nom. Et puis, une dernière parenthèse. Il a posé une question de dialogue. C'est ça qui nous fait un peu mal dans la classe politique congolaise. Nous avons au moins 8 à 9 millions de membres du corps électoral. C'est les jeunes qui ont atteint 18-19 ans aujourd'hui, qui n'ont pas été incorporés dans le fichier électoral. Vous allez le faire. Mais ce sont des problèmes importants. Kabila l'a annoncé dans son discours. Mais justement, il ne suffit pas de l'annoncer. Mais sur le plan pratique, il faut une opération d'inscription. Vous êtes favorable à cette opération? L'opération de qui pour les enrôler, c'est important. Et si ça prend du temps, vous accepteriez le glissement? Ah, mais attention, monsieur Ntouzi. Moi, je vous ai dit ceci que dans notre feuille de route, tout doit être fait dans le respect du délai constitutionnel. L'UDPS l'a dit et l'a répété. Pour nous, la date butoir, c'est septembre 2016. Vu le temps que cela a pris, on laisse même tomber le point 2 pour passer au point 3, sans quoi nous n'aurons pas beaucoup de temps. Donc en ce qui concerne ce dialogue, la durée, le format du dialogue, nous l'avons dit, tout le monde, même Tshisekedi, aimait sur la même longueur d'onde, un petit nombre de participants et une durée la plus courte possible. Cette approche apparaît clairement dans le mémorandum de l'UDPS déposé auprès de plusieurs instances. Pour ce qui regarde le fond du dialogue, on constate de nouveau une convergence totale au niveau de tous les acteurs. Tout le monde est d'accord que l'on ne se penche exclusivement que sur le cycle électoral en vue d'en garantir la transparence et la crédibilité. Alors, faudra-t-il que le dialogue capote juste pour une question purement technique et de forme comme la médiation? Bon, ça, on a longuement parlé là-dessus. Nous allons passer au point 2, l'élection 2016. On craignait le glissement, il arrive à pas feutrer. Il ne viendra ni par voie de révision de la Constitution, ni celle de la loi électorale. L'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est-à-dire des jeunes, M. Nzou vient de le dire, ayant atteint l'âge de voter en 2015, s'offre comme un passage par lequel s'obtiendra ce fameux glissement. L'opposition qu'il avait érigée en préalable à son implication au processus électoral, rappelez-vous, devra se mordre les doigts. Dans son discours de célébration de l'indépendance, le chef de l'État s'est accroché à cette exigence, jugeant illégale la mise à l'écart de ces jeunes électeurs. Dès lors, une nouvelle opération d'enrôlement s'impose pour actualiser le fichier électoral de la CENI. Plus loin, la retouche de la loi électorale et la refonte du calendrier électoral paraissent inéluctables. Un déco qui se prête bien au glissement tant redouté. Jean-Pierre Samba, est-ce qu'on est véritablement là pour le coup, suite à ces exigences qui viennent de l'opposition et que le Kabila reprend en son compte, est-ce que là on n'est pas pour le coup à la veille de ce fameux glissement? Bon, moi je ne semble pas croire, je ne prête pas franchement foi à l'éventualité d'un glissement. Pourquoi? Qu'est-ce dans ce sens-là? Qu'est-ce qui vous rend si, Ce qui me rend optimiste, c'est le fait que le recensement, ou bien l'enrôlement des nouveaux majeurs ne peut pas prendre, n'est-ce pas, un an, ne peut pas prendre 6 mois. Ça, c'est en théorie. Dans notre pays, si la classe politique se met d'accord pour que cette opération commence quelque part. Qui va faire cet enrôlement? Mais l'enrôlement doit être fait par qui? Jusqu'à preuve du contraire, c'est la CENI qui a, n'est-ce pas, ce rôle, qui joue ce rôle. On n'a pas besoin de parler ici, n'est-ce pas, ce n'était que l'antichambre de la présidence. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de parler de l'ONU. Vous avez dit il n'y a pas longtemps que la CENI n'était que l'antichambre de la présidence. Mais la CENI est l'antichambre, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle, de ce que la majorité présidentielle décide. Eh bien, la CENI joue en ce moment le rôle, n'est-ce pas, d'une certaine caisse de résonance, pour ne pas dire d'une caisse de résonance certaine. Alors, elle mettra tous les moyens, à votre avis, pour faire cet enrôlement dans les temps? Mais écoutez, lorsqu'il constate que les enjeux qui sont, n'est-ce pas, en face, risquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trancher favorablement ou défavorablement à la survie, n'est-ce pas, de la République, eh bien, je pense que tout le monde est devant ses responsabilités et nous ne voyons pas celui qui va chercher, d'une manière ou d'une autre, à endosser une telle responsabilité lourde à porter. Si on arrive à dire oui,
comme disaient les chefs de l'État, écoutez, on ne peut pas exclure ces nouveaux majeurs. Eh bien, je pense qu'on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de tergiverser. On n'a pas besoin de convoquer tout un dialogue pour qu'un mécanisme aussi simple, veut dire oui, écrire, donner des consignes, des injonctions, se mettre, n'est-ce pas, sur pied et que l'on commence, n'est-ce pas, à installer des centres. L'informatique a évolué. Il y a déjà assez de matériel au niveau de la CENI pour procéder, n'est-ce pas, à cette identification. D'accord. Les témoins peuvent jouer, n'est-ce pas. Mais si vous permettez, allez-y. Cet élément de la CENI est un des points importants de notre feuille de route. L'UDPS veut réformer cette CENI, comme je l'ai dit tantôt. Cette CENI est au service du pouvoir. Nous voulons qu'il y ait parité de ses membres dirigeants entre les alliés de M. Kabila et les alliés du président élu Tshisekedi. C'est un des points importants. Parce que quand vous dites les alliés du président élu, c'est vous qui décrétez qui est allié ou pas d'Etienne Tshisekedi? Non, je pose la question. Non, c'est une bonne question qui a souvent été posée. Vous savez, un jour, on a posé la question à M. Mitterrand, François Mitterrand. Pourquoi vous aviez pactisé avec M. De Gaulle en 1945 alors que vous étiez dans l'opposition? M. Mitterrand a eu cette formule en disant que voilà, en 1945, lorsque nous avons été envahis, le général de Gaulle, c'était le leader naturel de la France. J'ai travaillé avec de Gaulle pour que nous boutions l'envahisseur dehors et le combattre ensuite, M. de Gaulle. Et la classe politique congolaise dans son ensemble doit être consciente de cela. M. Tshisekedi est le leader naturel de la majorité de cette population. M. Joseph Kabila est entré avec des troupes étrangères. Il n'est pas là au service des Congolais. Moi, je demande, puisqu'il n'est pas encore total, s'il vous plaît, je demande à la classe... Vous avez confiance au chef de l'État? C'est vous qui l'appelez le chef de l'État. Moi, je dis que... Kabila. Pas du tout. Mais je l'ai dit tantôt. Mais alors, vous allez le rencontrer dans le dialogue en quel cas? Mais je vous ai dit dialogue sous la médiature. Sur la médiation internationale. Oui, mais sur la médiation. Je vais répondre autrement. Pensez-vous, monsieur Mzouzi, si la classe politique congolaise, je vois une certaine crème quand même. Regardez les leaders de ces différents partis. Ils sont assis autour d'une table. Monsieur Martin Kobler, qui engage l'ONU, est là. L'Union européenne est là. L'Union africaine est là. On pose la question à M. Joseph Kabila. Par rapport à la fin du mandat constitutionnel, vous partirez oui ou non? Oui. Il prend cet engagement international. Je vous dis que il sera contraint. La Constitution ne suffit pas. Puisqu'on a un texte mais monsieur Ramazani, c'est une bonne question. Vous avez vu comment est-ce qu'il a tenté de violer cette même Constitution? Il demeure cette Constitution. Alors, moi j'ai quand même une question à vous poser en fait. Je reviens à cette notion d'allié du président élu. Oui. Vous semblez oublier qu'il y a des partis qui ont des députés au Parlement et qui sont représentés dans les institutions. Je pense à l'UNC de Vital Kamerhe, au MLC de Jean-Pierre Bemba, le MPCR de Jean-Claude Bemba. Voilà, et d'autres encore, tout aussi respectables, qui eux ont participé soit à des votes au niveau des différentes assemblées, qui ont des députés provinciaux à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément le cas de l'UDPS. Et lorsque l'on parle de représentativité de ces partis politiques ou de ces forces politiques, est-ce que vous ne croyez pas que le minimum serait effectivement de considérer ce critère-là comme étant le plus déterminant? Vous avez fait le choix de ne pas reconnaître ce régime en considérant que la victoire de 2011 avait été volée. Mais comment pouvez-vous dans le même temps vouloir imposer à ces partis politiques qui, eux, sont dans les institutions, issus de l'opposition, de se ranger derrière la bannière du président Etienne Tshisekedi, alors que ces partis-là ont également des ambitions tout à fait légitimes. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas leur enlever. Et lorsque vous dites que 51% de la population est derrière Etienne Tshisekedi, ça, ce sont des chiffres que vous annoncez. Donc, il y a aussi une sociologie électorale qu'il va falloir aussi avoir à J'ai dit au moins 51%. Au moins, effectivement. Donc voilà. Donc, ce sont des éléments qui me paraissent... Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas, Ramsey, si tu souhaites compléter ma question. Mais on va prendre celle-là. Elle est claire, M. Ndouzi. Vous savez que, moi, je vous dirais, M. Ndouzi, nous rêvons d'un Congo meilleur pour les générations à venir. Et je vous assure que nous étions avec M. Tshisekedi samedi, je l'ai constaté. Et dimanche, j'ai vu cet homme qui a eu cette longue carrière, qui a tout connu dans sa vie, qui pourrait se retirer, mais qui se bat parce que lui, il n'est pas l'égal de M. Gizenga. Nous sommes là pour rassurer cette classe politique. Cette classe politique Oh, M. Ndouzi, vous savez que les députés, les sénateurs même de l'opposition, vous savez combien ils touchent un sénateur de l'opposition? Par mois, ils atteignent des sommes de 10 à 15 000 $.
le mois. Je vous dirais que c'est scandaleux parce que le pauvre petit enseignant n'a pas 45 $. Nous, malgré notre victoire, nous continuons ce combat. Nous continuons ce combat. Mais je ne vois pas, vous avez vu comment, parce que notre constitution a été violée. On voulait réformer, on voulait imposer, comment dire, le recensement, tout ça pour essayer d'avoir le prolongement. Il a essayé de toucher au mandat, à la durée des mandats présidentiels. Donc c'est un monsieur, excusez-moi le terme, il n'a pas le respect de la parole donnée. Et vous êtes prêt à dialoguer avec lui? Dialoguer avec lui devant la communauté internationale, devant témoins. Ce n'est pas quelqu'un, vous avez vu aujourd'hui. Mais les Congolais peuvent être des témoins fiables. À part l'église catholique, j'en vois très peu. Même pas les Congolais. Ah, je vous dis que nous respectons l'église catholique. Mais nous disons pour une meilleure crédibilité, c'est-à-dire que pour que les acquis de ce dialogue puissent être appliqués, nous voudrions qu'il y ait une main internationale. Les slogans de l'UDPS lors des élections de 2011 étaient que le peuple d'abord. Ah oui. J'aurais souhaité, n'est-ce pas, que ce peuple soit encore mis à profit pour qu'il joue les rôles, n'est-ce pas, de véritables watchdogs. Mais vous confondez. Le peuple, ça c'est d'une part. Mais s'il vous plaît, nous ne devons pas faire un instant, monsieur. Non, s'il vous plaît. Nous ne devons pas faire de notre pays un État comprador, où tout ce qui se décide, n'est-ce pas, doit l'être de l'extérieur. Veut dire, quelque part, essayons de développer une certaine maturité et pourquoi pas une maturation pour que certains problèmes, n'est-ce pas, qui nous concernent, soient réglés à notre niveau. S'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle, ne soyez pas impatients, s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours soutenu la notion de non-tenue d'un dialogue à la veille des élections. Concentrons nos énergies parce que l'opposition est en train de jouer, est en train tout le temps de faire le jeu du pouvoir en place. C'est seulement lorsque l'opposition propose quelque chose, le pouvoir ramasse la chose et met au frigo. Le moment venu, pendant que les esprits se tournent ailleurs, eh bien, les pouvoirs profitent de l'occasion pour sortir ce qui était mis en frigo. Essayons d'être quand même des gens qui voyaient l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'est pas tout le temps que nous allons remettre à demain ce que nous devions faire aujourd'hui. La procrastination qui nous caractérise à ce point-là. Vous voyez, la communauté internationale a ses intérêts. La MONUSCO qui a été consultée, donc c'est toujours des contradictions. La MONUSCO a été consultée. Parmi ceux qui ont défilé, il y a la MONUSCO et tous les ambassadeurs, c'est la communauté internationale. Et le monsieur de la MONUSCO, Martin Kobler, a même fait, n'est-ce pas, la proposition de ses beaux offices à la tenue, n'est-ce pas, de ces dialogues. Mais tout ce que nous disons, que ceux qui s'agitent pour que les dialogues aient lieu mordicus, ceux-là qui vont endosser la responsabilité de ce qui va arriver, n'est-ce pas, à ces pays, qu'ils ne l'oublient pas. Le peuple n'est pas stoïque. Monsieur Jean-Pierre Samba, c'est vrai ce que vous parlez, quand vous parlez de nous, vous, quel est votre poids politique? Vous représentez combien de personnes à peu près par rapport au poids politique dans votre parti, pour que les gens puissent bien suivre? Oui. C'est là que l'on se perd le plus souvent. De croire, n'est-ce pas, que la masse qui est derrière devient, n'est-ce pas, le facteur ou bien les paramètres pour que... Oui, je vais y arriver. C'est un indicateur. Oui. Mais ce n'est pas forcément le meilleur paramètre. Parce qu'à tout moment que les leaders politiques parfois se perdent, ou se trompent, ou se noient dans les erreurs permanentes, quel est le sort, n'est-ce pas, de cette masse laborieuse, silencieuse qui est derrière ces leaders-là? Non. Le problème ici, c'est, n'est-ce pas, de mettre sur pied un débat républicain, que l'on sente, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans les institutions actuelles? Je ne suis pas dans les institutions. Je parle pas de vous. Mon parti, n'est-ce pas, n'est pas dans les institutions. Et quel est votre poids politique, à votre avis? Notre poids politique, n'est-ce pas, c'est par rapport tout simplement à notre omniprésence dans le terrain qui est le nôtre. Nous avons notre base qui comprend ce qui se passe, qui nous consulte tout le temps, que nous rassemblons tout le temps. Vous avez présenté les candidats au provincial? On a présenté les candidats au provincial. Au même titre, n'est-ce pas, que l'UDPS, que l'UNC, que tout le monde. Donc, préparons-nous. Ce sont la distraction parce que nous n'avons pas d'argent. Ok? Ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils nous mettent, n'est-ce pas, dans la distraction. Et le moment venu, ils vont tout accepter au moment où nous avions, n'est-ce pas, perdu assez de temps à nous chamailler, à nous regarder en face, au lieu de regarder, n'est-ce pas, la trajectoire qui est devant. Je voulais dire encore, si vous permettez, M. Mazani, il y a les Congolais un peu m'étonnent dans l'ensemble. Je vous ai dit que lorsque je vous parle, nous avons des rapports, nous avons des brillants officiers au Congo, nous y allons souvent, qui font une analyse certifiée. Le Congo, à l'heure actuelle, n'a pas une armée capable
de protéger, d'assurer l'intégrité de son territoire. Malheureusement. Là, vous n'inventez pas le chaud, c'est connu ça. Vous dites, justement, il y a de ces pays qui ont été morcelés. Vous avez vu, je vous ai dit tantôt ici que M. Joseph Kabila n'est pas venu à la tête de ces pays pour faire du bien à ce peuple. Je vous ai dit, vous avez vu ici combien de résolutions ont été prises au niveau des Nations Unies. Non contraignantes. Hein, si vous voulez, pour indexer M. Kabila et ses alliés, Kagame et Museveni, pour tous ceux qui font dans l'Est. C'est vraiment une très bonne transition par rapport on va revenir le point sur la sécurité. Vous allez voir. C'est-à-dire que notre intelligence, c'est quoi, M. Ndouzi? C'est de dire que voilà, nous avons fait une lutte non violente. Et cette lutte aujourd'hui a porté ce fruit. Parce que la majorité de la classe politique congolaise s'est compromise. Et c'est pour ça que nous en sommes dans cette situation. Ok, en ce qui concerne la sécurité, justement, pour rebondir sur vos propos, une panique a été observée mercredi 1er juillet dans l'après-midi dans la ville de Goma, lorsque des tirs d'armes à feu ont retenti sur les bords du lac Kivu. Selon des témoins, les FARDC ont ouvert le feu sur une patrouille de la marine rwandaise qui avait pénétré sur les eaux territoriales congolaises. Selon les mêmes témoins présents, au poste frontalier appelé Grande Barrière, l'incident s'est produit autour de 16h30 local vers le camp de la Régie des voies aériennes, la RVA, proche de l'hôtel Iwuzi et de la frontière Goma-Gizeni. Les marins rwandais qui naviguaient dans 4 hors-bords avec des canons montés n'ont pas riposté à ces tirs, mais se sont juste retirés des eaux territoriales de la RDC, indiquent les mêmes sources. Alors, vous êtes au courant, il y a de cela 2 mois, il y a eu une opération d'abordement entre experts congolais et rwandais. Sans consultation de la représentation nationale. On va vraiment très brièvement aborder cette question. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez les rapports entre la RDC et le Rwanda, Jean-Pierre Samba? C'est la traîtrise en permanence. De la part de qui? La traîtrise, n'est-ce pas, de la part du gouvernement congolais? La traîtrise, n'est-ce pas, d'un pouvoir qui sacrifie, n'est-ce pas, ses citoyens? Depuis combien de temps n'avons-nous pas, n'est-ce pas, dénoncé les incursions rwandaises sur les territoires congolais? On va toujours, n'est-ce pas, vous dire que non, le pays n'a pas de moyens, mais lorsque nous regardons, n'est-ce pas, le train de vie de ceux qui se disent être, n'est-ce pas, des mandataires, qui sont des simples mandataires, on se pose des questions, n'est-ce pas, sur le paradoxe que cela dégage. Nous avons remarqué au niveau d'Israël, Israël, pour la sécurité, n'est-ce pas, des citoyens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit quand même un mur. Nous venons de le remarquer au niveau des États-Unis, en Californie, entre les États-Unis et le Mexique. Il y a un mur que Bush avait construit. Mais vous n'avez pas préconisé un mur quand même. Mais le problème est... Non. Il est vrai que le monde civilisé d'aujourd'hui, c'est un monde qui a besoin de pompes et qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, de murs, à l'image, n'est-ce pas, des murs qui venaient, n'est-ce pas, de tomber en Allemagne. Mais lorsque les populations sont à perpétuité victimes d'une telle instabilité, d'une telle insécurité, nous ne disons pas que les Rwandais n'ont pas droit, n'est-ce pas, à la sécurité. Mais le mur aura, n'est-ce pas, à jouer un double rôle. Non seulement de sécuriser les populations congolaises, mais de sécuriser aussi, n'est-ce pas, les territoires rwandais. Ce mur s'étendra de... Le mur s'étendra, n'est-ce pas, de Goma jusqu'à peut-être à Bunagana. C'est la frontière, et qui est longue de 150 km. Monsieur Ndouzi, moi, vous savez, je vous ai dit tantôt que depuis que M. Joseph Kabila est entré au Congo, mon président Etienne Tshisekedi ne l'a jamais rencontré. M. Tshisekedi n'a vu M. Kabila qu'à travers les images. Donc nous le verrons peut-être à ce dialogue. Je vous dirais que vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, les Anglais ont arrêté le chef des renseignements du Rwanda. Parce qu'il a tué les Espagnols et qu'il aurait commis des crimes graves de violation des droits de l'homme au Congo. Mais il faut rappeler, hein, donc, le général Karaké, arrêté le 20 juin dernier, remis en liberté sous la procédure est... 1 million de livres, c'était le 24 juin dernier. Continuez. Et je vous dirais, M. Ndouzi, je suis étonné, stupéfait par le silence, sinon je dirais la complicité des dirigeants congolais. L'opposition aurait pu réagir, elle n'a pas fait non plus. Mais poser la question à cette opposition qui siège dans les institutions, parce que nous crions dans la rue, nous crions... Qu'est-ce que vous, UDPS, avez fait? Quelle a été votre réaction lorsque ce général a été interpellé? Vous posez une bonne question. Il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que c'est l'UDPS qui a discrédité sur la scène internationale M. Joseph Kabila. Mais là, nous parlons du général rwandais, oui, je dis, chef des services secrets. Nos avocats qui sont dans le parti ont mené des actions. Nous avons mené, nous sommes en train de constituer des dossiers. Et je vous dirais que
C'est là que vous voyez que même on ne veut pas respecter la Constitution, tout cela, parce qu'il y aura de poursuites. Mais je vous ai dit tantôt, la chose qui est en l'UDPS... Contre qui? Mais contre ceux qui ont violé les droits de l'homme, contre ceux qui ont tué, contre ceux qui ont pactisé avec les agresseurs étrangers. Y compris Joseph Kabila? Ah mais c'est un citoyen comme les autres. Moi, si M. Joseph Kabila a fauté, Alors, précisément, Ramsès, avant d'en arriver au découpage territorial, vous n'êtes pas censé savoir que le 30 juin devait en principe voir se mettre en œuvre dans une première phase, et 6 provinces sont concernées, eh bien, ce fameux découpage découlant de la fameuse loi sur les entités territoriales décentralisées. Eh bien, à la surprise générale, eh bien, il n'y a pas eu de découpage. On rappelle que le Katanga doit être découpé en 4 nouvelles provinces, le Olomami, le Katanga, le Tanganyika et là-bas, les 2 provinces du Kasaï également, ainsi que la province de l'Équateur et du Bandundu. Rien de tout cela n'a été fait. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre Samba. Est-ce que c'était opportun, pour ne pas dire urgent, de faire ce découpage alors qu'il y a d'autres chantiers en cours? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une situation, n'est-ce pas, qui apparaît au grand jour, comme quoi l'État congolais vit dans une sorte de prévarication permanente. Ça veut dire qu'il y a un véritable dysfonctionnement à tous les niveaux. Lorsque la notion, n'est-ce pas, du découpage avait été lancée, nous autres, en dépit, n'est-ce pas, de ce qui se disait l'opinion qui est derrière nous, qui est d'ailleurs très bien informée, eh bien, nous avions dit, d'une manière prophétique, comme quoi les Congos n'avaient pas besoin d'un découpage global, total et tout de suite. Si besoin de découpage il y a, eh bien, procédons d'une manière, n'est-ce pas, expérimentale. À l'époque de Mobutu, on a découpé, n'est-ce pas, le Kivu. En 88, hein, en 1988. Ok. Eh bien, progressivement, le Kivu a pris forme. Nous avons aujourd'hui une province de Maniema qui est fiable. Nous avons aujourd'hui une ancienne sous-région qui est devenue une province, n'est-ce pas, celle du Nord Kivu, qui est fiable économiquement et politiquement. Même si, sur le plan sécuritaire, c'est l'unique province aujourd'hui, bon, pas l'unique, c'est l'une des provinces, n'est-ce pas, qui connaît le plus, n'est-ce pas, d'insécurité. D'accord. Alors, on l'aura compris. Donc, ce n'est pas opportun. Ce n'était pas opportun. S'il vous plaît, oui, M. Touzi, moi je crois que j'ai peut-être l'impression que M. Tshisekedi et l'UDPS ont le tort d'avoir raison trop tôt. Souvenez-vous, nous avons appelé à voter contre cette fameuse constitution-là. Parce qu'à cause de cet élément de découpage en 2006 déjà. Je vous dirais que je vois là la même mise de parrain de M. Joseph Kabila. Donc tout faire pour émietter le Congo, tout faire pour mettre le Congo à genoux. Vous souvenez-vous, en 61, découpage, province 7, tous les consorts, guerre, tout ça. C'est pour vous dire quoi? C'est cette même classe politique, puisque cette constitution-là, et l'héritage... Quand vous dites cette classe politique, est-ce que vous vous mettez dans cette classe politique? Non, c'est-à-dire que... Je m'excuse, mais si monsieur, on ne se proclame pas M. Tshisekedi. Souvenez-vous, il avait fait après... Donc vous avez raison contre tout le monde. Je ne dis pas, mais les faits vous donnent raison. Les faits, je vous ai dit que c'est cette classe politique, la duplicité de cette classe politique. Parce que ce sont eux qui sont allés... Monsieur, je vous ai dit une chose qui... Vous dites que vous êtes minoritaire. Mais pourquoi vous allez avaliser des votes qui vont demain mettre votre pays en danger? C'est ça notre question, monsieur. Vous pensez que nous n'avons pas envie de siéger au Parlement? Ceux qui sont là ne sont pas plus diplômés que nous, n'ont pas plus d'expérience politique que nous. Mais s'il vous plaît, monsieur Guizenga, qu'est-ce qu'il a de plus que monsieur Tshisekedi? Il fait un accord avec monsieur Kabila, il met son neveu, personne n'en parle. Faire un accord, ça n'a rien de scandaleux en politique. Ah, si. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas fait cet accord, je ne pense pas que M. Jean-Pierre Bemba... Non, là, vous parlez des conséquences, mais oui. Sur le principe, un accord en politique n'est pas répréhensible. Mais je vous dirais qu'en résumé, c'est la conséquence de la légèreté de cette classe politique qui a avalisé ce découpage. Et pour terminer, on a d'autres points. On a encore 2 points importants. S'il vous plaît, 26 provinces. Au moment où ceux qui sont au Congo même dans des grandes entités, vous n'arrivez pas à le payer. L'administration, vous manquez de bureaux, ne fût-ce que pour ces futurs provinciaux. Donc, c'est une manœuvre pour avoir un glissement. On l'aura compris. Oui. Très rapidement, Jean-Pierre Samba, parce qu'on a encore 2 points importants. Oui. Vous savez, j'aime bien l'UDPS.
C'est pourquoi parfois je suis très sévère lorsque je constate que les analyses parfois qui sont émises... si un téléspectateur de juger par vous, excusez-moi, moi je suis venu donner l'information. Je suis un acteur politique. Moi je parle qu'il parle plus de son parti que de l'UDP, c'est ça que je comprends pas. On est ici sur un débat où les questions... Vous êtes la fierté de l'opposition. Vous êtes la fierté de l'opposition. Quand l'UDPS dit, depuis 2006, j'étais contre cette constitution. Ok. Donc, la logique veut que l'UDPS puisse demeurer, n'est-ce pas, constante sur toute la ligne, jusqu'à ce qu'on arrive à une autre constitution, bien à une autre république. Ça, c'est tout à fait correct. Mais on ne peut pas faire d'une constitution une carte, n'est-ce pas, menu, où quelqu'un vient dire que non, moi je préfère des Fumwa avec les Moussaka, Chikwang à côté, et l'autre côté, l'autre, moi je n'aime pas ceci. Non, la constitution est globale. Donc, si on a refusé la Constitution, on refuse toute la Constitution, pas seulement un article qui dit Kabila n'existe pas, Kabila respecte le délai constitutionnel. C'est tout simplement ainsi. Mais si vous permettez, en 30 secondes, vous savez, cette histoire de la constitutionnalisme, c'est mon parti, M. Ndouzi, M. Ramazan, nous avons eu deux, je dirais, de brillants juristes que le Congo est connu. Je dirais le professeur Liao, M. Tshisekedi, qui ont connu. Après, vous avez vu qui ont fait le conclave de l'Ovanium, qui ont fait plusieurs constitutions. Donc cette histoire de constitution, nous l'avons étudiée sérieusement. Donc je pèse bien mes mots, je dis c'est la responsabilité de ceux-là qui vont siéger, sachant que vous êtes minorité. Vous avez posé l'exemple de la CENI. Vous êtes minorité au niveau de la CENI. Mais la CENI représente M. Kabila, M. Ramazan l'a dit ici. C'est la caisse d'enregistrement de M. Kabila. Vous allez en minorité, vous espérez faire changer quoi? On va avancer, M. Babolangui, Jean-Pierre Samba, ainsi que mon confrère Henri Ndouzi. On va parler des réfugiés, n'est-ce pas? Près de 10 000 réfugiés burundais ont fui leur pays au cours du week-end dernier avant que les autorités ferment les frontières le dimanche 28 juin dans la soirée. Juste avant les élections législatives organisées le lundi 29 juin, indiqué mardi 30 juin dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de l'HCR. Selon les autorités burundaises, la frontière sera fermée pendant 48 heures, conformément à la pratique habituelle lors des élections. Les réfugiés doivent désormais utiliser des passages frontaliers informels à travers la forêt pour quitter le pays, a expliqué le porte-parole du HCR, Melissa Fleming, lors d'une conférence de presse à Genève. Alors, donc ça c'est la situation humanitaire à l'heure actuelle, telle que nous la connaissons, mais nous allons plutôt nous intéresser au volet politique. Vous avez vu ce qui se passe, ou ce qui continue à se passer dans ce pays. Pierre Nkurunziza est bien déterminé à se représenter pour un troisième mandat. La Constitution le lui interdit, mais certains arguent du fait qu'ayant été élu une seule fois par le suffrage universel indirect, eh bien, il a le droit de se représenter une troisième fois. Les violences, on les connaît, elles ont fait près de 100 morts depuis le mois d'avril. La question est de savoir si l'entêtement de Pierre Nkurunziza n'est pas de nature à conforter d'autres chefs d'État de la sous-région pour ce fameux troisième mandat. Jean-Pierre Samba, est-ce que cela pourrait faire boule de neige ou pas? Oui, ça pourra faire boule de neige, dans la mesure où c'est l'illustration même, n'est-ce pas, de la mentalité des dirigeants africains qui pensent, n'est-ce pas, que le pouvoir est aphrodisiaque et qui se reprochent quelque part, n'est-ce pas, des méfaits ou des excès ou bien des abus du pouvoir, préfèrent, n'est-ce pas, continuer ad vitam aeternam dans ce genre de pouvoir sans pour autant penser à ce qui les a un jour portés à ce pouvoir, veut dire la démocratie. C'est tout simplement ce niveau-là. Que pensez-vous? Le président français, M. François Hollande, justement pour parler du troisième mandat, a eu un séjour au Bénin, justement, oui, ayant félicité M. Boni ainsi que la démocratie béninoise. Oui. Mais là où je veux en venir, que pensez-vous du voyage prévu pour le Cameroun, pour l'Angola, où nous avons un président pour le Cameroun, 82 ans, plus de 35 ans de pouvoir, Monsieur Dos Santos, 72 ans, plus de 30 ans de pouvoir. Et cette France-là, vous la trouvez cohérente? Non, la France-là n'est pas cohérente. Pourquoi? Pour deux raisons. Et un président français que tu connais, que je connais bien, a dit une fois que la France n'a pas d'amis. La France a des intérêts à défendre. Quand on prend l'exemple, n'est-ce pas, du Cameroun, le Cameroun, c'est un pays, n'est-ce pas, qui navigue à cheval entre deux courants. Il y a un courant français et un courant, n'est-ce pas, anglais. Ok? Eh bien, le président Biya, qui est actuellement au pouvoir, incarne, n'est-ce pas, ce courant français. Raison pour laquelle la France ne peut que emboîter les pas, ne peut que soutenir mordicus cette Cameroun francophone. Ça, c'est l'élément positif qui concerne, n'est-ce pas,
la francophonie, plus dans le sens global du terme. Quand on chute, n'est-ce pas, en Angola, la plupart, n'est-ce pas, d'entreprises... Un pays lusophone. Ben oui, lusophone. Quand on chute là-bas, eh ben, encore une fois de plus, les intérêts émergent. Quel genre d'intérêt? Des intérêts croisés, pétrole, entre, n'est-ce pas, Elf qui est là et les Américains qui sont là. C'est-à-dire les deux tendances fortes qui se retrouvent sur un terrain, et il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un watchdog de ces intérêts. Le watchdog, c'est qui? C'est Dos Santos. Raison pour laquelle, eh ben, nous assistons, impassibles, n'est-ce pas, à cette dichotomie. Le Congo est aussi riche que l'Angola ou le Cameroun, mais on y voit, le bâton est beaucoup plus porté sur le Congo. Nos richesses qui sont potentielles, eh ben, n'ont pas encore pris leur forme cinétique. Raison pour laquelle eh ben, ces gens ne s'intéressent pas trop à la RDC, ils attendent le moment venu. Moi je dirais, M. Nzouzi, M. Ramazani, je peux qu'on voit ressusciter les vieux démons. Souvenez-vous, déstabilisation de Kivu 94 après l'assassinat de Juvenal Biarimana. Mon peuple en paye le prix jusqu'aujourd'hui. Je pense à toutes ces femmes violées, à toutes ces mamans. Je vous dirais aussi, M. Nzouzi, M. Joseph Kabila, M. Kourounziza, M. Paul Kagame, même style, même combat, ils ne veulent pas partir. Vous avez parlé un peu des mandats ici. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001 en ayant assassiné, après l'assassinat de... Excusez-moi de après l'assassinat de Mouzé Kabila. Faut-il croire que c'est un assassinat révélateur? 2001, oui. Il y a des procès. 2001, c'est très sérieux ce que vous dites. Très sérieux puisqu'il y a des procès en cours. 2001-2016. Ça fait 2015 ans que M. Joseph Kabila est au pouvoir de fait. Logiquement, il ne devait même pas y avoir débat pour son départ. Il devait partir le plus tôt possible. Sans oublier qu'il était entré en 97. Donc 16 plus 4, ça fait pratiquement 20 ans. Ça c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Mais non, je vous dirais quoi, M. Nzouzi? Souvenez-vous, nous vivons ici en France. Lorsque le mandat du chef de l'État en France est passé de 7 à 5 ans, c'était sous le gouvernement Jospin de cohabitation, et on l'a fait appliquer à M. Jacques Chirac, qui aurait pu faire ces 7 ans, mais on l'a appliqué. C'est-à-dire que le droit doit évoluer dans le sens positif des choses, pas comme ces dirigeants-là. Oui, on va donc avancer et terminer certainement ce dernier point. La MONUSCO, écartée des opérations militaires des FARDC visant notamment à désarmer les forces, les rebelles rwandais de Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, l'FDR. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC au Congo, c'est la MONUSCO, a réitéré son appel à une collaboration avec les forces congolaises pour un meilleur succès de cette opération. N'oublions pas que le gouvernement congolais avait refusé de travailler avec cette MONUSCO. Il y a beaucoup de contradictions à ce niveau-là. J'aimerais vraiment que vous réagissiez en moins d'une minute parce que je souhaiterais que nous reste 3 minutes en vrai. Voilà, on doit terminer avec cette fameuse plainte déposée par le Conseil spécial de Joseph Kabila en matière de lutte contre la corruption. Je propose d'ailleurs qu'on aborde directement cette question-là si vous le voulez bien. On en est où là? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine confusion. On voit des listes, des lettres dans la presse. L'AFP prétend qu'il y a 20 pages, il y a des noms, il n'y a pas de noms. Le porte-parole du gouvernement dit que c'est un faux. On prête à Joseph Kabila le fait d'avoir démenti que 4 gouverneurs sont impliqués. Il faut bien le rappeler. L'AFP aurait... Moïka Samdi du Kasaï oriental. Alex Kanlemupompa du Kasaï occidental, Marcelin Tshisambo et Moïse Katumbi. Alors on en est où? Vous avez des infos à ce sujet? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'était le rôle? Un peu de mots. Voilà. Qu'en est-il? Oui, en peu de mots, c'est quoi? C'est que monsieur le conseiller en matière de corruption, monsieur Zolobambi, ancien ministre de la Justice, qui avait lancé l'opération Tolérance Zéro, qui s'est avéré par la suite que c'était une opération Cohérence Zéro, eh bien, en revenant aux affaires, essayer n'est-ce pas de récupérer ce qui n'a pas pu, parce que ceux qui sont aujourd'hui indexés de mes gestions, eh bien, ça serait une bonne chose. Il y a aussi les proches de Matata. Si réellement, oui, au niveau des BCECO. Si réellement ils veulent s'attaquer aux véritables coulons en cravate, les véritables détourneurs, ceux qui ont, n'est-ce pas, des comptes nourris ici à l'étranger qui ne sont jamais rapatriés, eh bien, je pense que la liste risque d'être interminable. Mais le président de la République, qui est censé être aujourd'hui le premier plaignant, dont on ne voit aucun membre, n'est-ce pas, de sa famille sur ces fameuses listes-là, cela veut dire quoi? C'est une façon... Mais ça doit y avoir. Et vous pensez on doit nous dire, Maman Olive qui travaille, qui construit des maisons au Congo, qui fait ceci, des œuvres caritatives ici et là. Et là, quel statut
au sein, n'est-ce pas, du gouvernement congolais. Nous savons que l'épouse du chef de l'État a un statut compassionnel. Mais les œuvres tout simplement. caritatives, Les œuvres caritatives. Mais non, le problème c'est de déterminer l'origine des fonds. D'où vient, n'est-ce pas, l'argent de construire tout un quartier, ci et là. Ça, c'est une question que tout Congolais devrait quand même se poser. Mais aujourd'hui, nous avons dans la capitale congolaise des immeubles qui poussent comme des champignons. Tu poses la question, tu dis que non, ça c'est pour Zoé. Tu poses la question, tu dis que ça c'est pour la maman ici, soi-disant petite sœur, Jeannette Kabila. L'immeuble qui abritait à l'époque la télévision Molière. Allez voir, n'est-ce pas, l'état dans lequel cet immeuble est devenu. Les personnes concernées auront à cœur de se défendre. Alors, s'il vous plaît, moi je dirais que très rapidement, je me demande si ce n'est pas un règlement de compte politique. Entre qui et qui? Moïse Katumbi, pourquoi depuis que Moïse Katumbi a parlé cette anecdote de 3 pénaltys, on lui cherche de. On n'a pas beaucoup entendu l'opposition. Mais pourquoi? Parce que souvenez-vous, c'est ce que moi je dis, c'est un peu le manque de conscience de cette classe politique. En 2011, le même Moïse Katumbi a fait campagne bouillamment pour Joseph Kabila. Et nous lui avons mis en garde. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est cette fameuse plainte. Ça, on revient à chaque fois aux années passées. Non, je veux dire, je veux dire, c'est là que dans ce règlement de compte politique, j'ai l'impression. D'accord, parce que sachant que de votre parti. Ne permet pas d'aller plus loin sur tu. Voilà, merci à nos deux invités, Jean-Pierre Samba, président du mouvement pour la révolution des mentalités, et Ange Pabolangui, représentant adjoint de l'UDPS Belgique, nous ont fait l'honneur de venir ici sur ce plateau pour analyser cette actualité en RDC. Merci infiniment à Ramsès Ramazani qui a peut-être un dernier mot. Oui, juste avant que vous ne repreniez la parole, je tiens à signaler ici que notre collaboration avec Radio Mbote va s'accroître encore de manière plus poussée à la rentrée en septembre, et vous aurez très bientôt sur Matongue TV des émissions en direct, mais nous vous en dirons beaucoup plus. On va faire quelques essais pendant ces vacances, mais vous saurez davantage de cette collaboration Radio Mbote, Radio Panique, Matongue TV. Nous sommes là dans des passerelles pour vous aider à donner l'information en vrai. Merci infiniment de nous prêter attention et de nous accorder votre confiance. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau rendez-vous de Congo Kiosque. À très bientôt.